Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de crypto-actifs, mais de MNBC, de monnaie numérique de banque centrale et plus précisément d'euros numériques. Nous nous demanderons à quoi s'attendre avec l'euro numérique et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stervinou, directeur adjoint des infrastructures, innovation et paiement au sein de la Banque de France. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un investissement immobilier bien particulier, à savoir le meublé de tourisme, la location saisonnière. Que faut-il savoir lorsque l'on veut se lancer dans la location saisonnière? Nous en parlerons avec Kevin Cohen, cofondateur de Check My Guest, mais aussi avec Xavier Demezois, avocat expert en droit de l'immobilier et plus particulièrement Airbnb. On en parle dans un instant. À quoi faut-il s'attendre avec l'euro numérique? C'est la question qui va nous animer dans ce rendez-vous généralement dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, l'écho des cryptos, mais aujourd'hui plutôt dédié aux monnaies numériques de banque centrale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stervinou. Bonjour Alexandre Stervinou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur adjoint des infrastructures, innovation et paiement au sein de la Banque de France. Alors, l'euro numérique, on commence à comprendre quand est-ce qu'on pourra l'utiliser. Christine Lagarde a évoqué sa sortie, si je puis dire ainsi, ou en tout cas son lancement au plus tard pour 2027. On est aujourd'hui dans une phase exploratoire, si on peut l'appeler ainsi, avec 5 acteurs qui ont été sélectionnés dans le but de développer cet euro numérique. Et avant de parler solutions, il y a un certain nombre d'enjeux auxquels il faut faire face. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quels sont les grands sujets de travail aujourd'hui, Alexandre Stervinou? Alors déjà, effectivement, c'est une phase d'investigation dans laquelle nous sommes, et ce jusqu'à la fin de cette année. Nous sommes en train de regarder au niveau de la Banque Centrale Européenne, avec l'ensemble des banques centrales de la zone euro, la Banque de France en fait partie, y contribue activement, l'ensemble des concepts et des paramètres que l'on peut mettre en place pour l'architecture d'un euro numérique, de ce à quoi il pourrait ressembler finalement dans le futur. On pense à un lancement possible pour 2026-2027, en effet, vous l'avez rappelé. Mais moi, je tiens quand même à souligner qu'on est aujourd'hui dans une phase exploratoire. On est en train de regarder l'ensemble de ces sujets. Il y a beaucoup de sujets à regarder de près, du coup, notamment par exemple tout ce qui est données privées. C'est un élément évidemment assez fondamental aujourd'hui pour ce que pourrait être un euro numérique. Et puis aussi la part d'insertion de l'euro numérique dans l'espace aujourd'hui des paiements de détail, les retail payments comme on les appelle. Donc l'interaction de l'euro numérique avec les intermédiaires, avec les consommateurs, avec les commerçants. C'est vrai que c'est une des questions qu'on voit revenir souvent, c'est comment est-ce que ça va remplacer les espèces? Est-ce que ça va venir en complément des espèces? Est-ce que ça va remplacer, je ne sais pas moi, un virement ou un paiement carte bancaire pour un achat sur Internet? C'est quelle sera la place de cet euro numérique dans le paysage existant? Oui, tout à fait. C'est une question tout à fait légitime. Alors, le point central, c'est qu'un euro numérique ne serait pas là pour remplacer les espèces ou remplacer les moyens de paiement digitaux que l'on connaît, la carte, le virement, les différentes applications mobiles que l'on a. Non, c'est un moyen de paiement complémentaire, mais qui est l'équivalent d'un billet dans le monde du numérique. Et c'est une grande question que l'on se pose aujourd'hui, qui est due notamment à tout ce que l'on connaît dans le domaine des cryptoactifs. C'est le titre de votre émission. Bien sûr. Et on a aujourd'hui une véritable demande pour des actifs de paiement numériques. Comment y répondre et comment la confiance peut être maintenue dans ce domaine-là, le domaine du numérique? Eh bien, les banques centrales regardent cela de très près et voient à se dire, est-ce qu'on a aujourd'hui un billet dans l'espace physique, est-ce qu'on ne peut pas le transposer dans l'espace numérique, tout simplement? Alors justement, le rapport avec les crypto-monnaies, c'est peut-être une des questions qu'on se pose aujourd'hui. On a le sentiment quand même que ces monnaies numériques de banque centrale ont accéléré, ou en tout cas leur développement ont accéléré. Plus on parlait finalement de crypto-monnaies, plus ce développement s'accélérait. La question qui peut se poser, c'est quand on développe une monnaie numérique de banque centrale, est-ce qu'on fait appel à la technologie blockchain? Pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement. Ouais. Aujourd'hui, on regarde vraiment... Donc c'est pas une crypto de banque centrale finalement? Pas nécessairement, c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. La technologie sous-jacente, elle viendra après. Aujourd'hui, ce qu'on se pose comme question réellement, c'est quel est le besoin pour un euro numérique? Encore une fois, comment il peut s'insérer dans le paysage des paiements de détail? Le pourquoi sur l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie stratégique européenne? Comment réagir vis-à-vis de géants du numérique qui sont capables d'offrir leurs propres moyens de paiement? Redonner un peu cette indépendance aux acteurs européens. C'est tout un tas de questions essentielles
avec les données privées, avec l'inclusion financière, l'inclusion digitale aussi, ou l'inclusion numérique, comme on en parle des fois de temps en temps. Bien sûr. Des éléments absolument essentiels, mais qui n'ont rien à voir avec la technologie. Alors peut-être qu'on utilisera de la technologie du type blockchain de manière sous-jacente, par exemple avec les intermédiaires financiers, mais c'est une question qui est encore très très ouverte. Oui, donc ça veut dire qu'en fait la question de la technologie n'est pas encore posée. Aujourd'hui, on est plus sur comment vraiment on va intégrer cette solution dans le paysage existant, c'est-à-dire qu'elle va être la plus-value quelque part d'un euro numérique. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette question de la plus-value, et on aura d'ailleurs une trajectoire législative aussi, puisque la Commission européenne, le Parlement, le Conseil, donc les États membres vont se poser la question d'un support législatif en complément de ce qu'un euro numérique technique pourrait être. Et puis nous, Banque centrale, on se pose la question de l'architecture. Conceptuellement, comment doit être un euro numérique? Avec qui? Et de quelle manière on peut le construire? La technologie va venir après, par exemple pour des soucis de performance, de résilience, de sécurité. Et donc là, on est déjà en train de regarder un certain nombre d'options, mais rien n'est établi aujourd'hui. Et les histoires de blockchain font partie du paysage technologique, mais ce n'est pas du tout la seule solution viable. Parce que c'est vrai qu'effectivement, alors je rentre un peu dans la technique, ou en tout cas dans les questions techniques, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Le sujet de la sécurité, notamment, est-ce que je pourrais me faire pirater demain un euro numérique ou autre? Et puis le sujet de l'accessibilité, c'est-à-dire que est-ce que ça va être un portefeuille virtuel sur mon téléphone? Est-ce que je ne pourrai payer que quand je serai connecté à Internet? Ça, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose quand on veut développer un euro numérique? Absolument. On pense au cas d'usage au démarrage déjà. Donc, dans quelle situation on va utiliser un euro numérique? Qu'est-ce que j'achète avec un euro numérique déjà? Qu'est-ce que j'achète? Comment je peux l'acheter? Alors, on a déjà quelques idées bien établies. Un euro numérique, ça servira à acheter aussi bien au point de vente que sur Internet, de personne à personne. Les relations aussi avec les administrations, par exemple pour se faire payer des minima sociaux ou des aides particulières. On parle de chèque énergie. Bien sûr. Ça pourra passer en euro numérique. Pourquoi pas? Effectivement. Ça fait réellement partie des cas d'usage, comme on les appelle. Et puis donc, ces cas d'usage, eh bien, quelque part, ils vont être traduits dans un type de technologie, dans un type aussi d'interaction avec les intermédiaires, avec des soucis de sécurité, de résilience, de performance, à long terme, de backup aussi de ces solutions que l'on va mettre en œuvre. Mais donc, ça veut dire concrètement que j'aurai un portefeuille dédié qui sera autre chose que mon compte bancaire. Ce sera 2 euros, mais pas 2 euros. Il y aura 1 euro physique sur un compte bancaire et 1 euro numérique sur un autre portefeuille, c'est ça? Alors, il n'y a qu'un seul euro. D'accord, oui. Mais c'est vrai qu'il prend aujourd'hui plusieurs formes. Un euro aujourd'hui, alors pas tout à fait un, mais oui, si, une pièce d'un euro, bien sûr. Un billet de 10, de 20, de 50 euros. Et bien demain, on pourra avoir un euro numérique, 10, 20, X euros numériques, comme on a des euros qui sont sur la carte de paiement. Alors oui, une des idées qui est poussée, très clairement, c'est d'avoir un wallet, donc un portefeuille électronique, où on aura la capacité d'avoir un euro numérique. L'idée, c'est aussi de bien pouvoir identifier, justement, quel serait cet euro numérique, donc d'avoir un visuel, un branding, comme on dit si bien, autour de cet euro numérique. Il reste encore des paramètres à définir de conception, mais on se dirige vers ça, et on se dirige vers une intégration dans, aujourd'hui, les applications qu'ont les banques, et qu'elles mettent à disposition du client, comme vous, comme moi, quand on est consommateur. Et donc, cette intégration, elle pourra prendre la forme, notamment, effectivement, d'applications avec QR code, si on veut rentrer dans les détails, ce genre de choses, mais même du paiement sans contact, qu'on est capable de faire aujourd'hui avec une application ou avec une carte de paiement. L'idée réellement qui est derrière, c'est de faire du digital euro inside. D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'insérer réellement dans les moyens de paiement qui existent. Ne pas nécessairement en produire un à côté, mais s'insérer réellement aujourd'hui dans ce que sont les circuits de cartes de paiement, dans ce que sont les circuits de paiement, applications mobiles et autres. Mais alors, je reviens sur la question de la plus-value, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus que je ne peux pas déjà faire avec une carte bancaire, par exemple? Il y a un certain nombre d'usages qui sont liés à l'inclusion financière, et je parlais aussi de l'inclusion numérique, inclusion digitale. Les paiements de personne à personne, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui, mais si on regarde au niveau européen, c'est très fragmenté. Beaucoup de solutions qui existent au niveau national, pas de manière pan-européenne. D'accord. Un autre point que je mentionnais très rapidement, c'est les paiements avec les administrations, vers les administrations et depuis les administrations. Ça, c'est quelque chose qui, des fois, est un peu le parent pauvre des applications, soit mobiles ou même des modes de paiement que l'on peut imaginer. Surtout quand on a des usages qui sont spécifiques. On pense aux tickets restaurants, qui ont déjà des solutions qui existent, bien sûr, mais pourquoi ne pas venir aussi produire quelque chose de spécifique là-dessus avec un euro numérique? Je parlais des minima sociaux, des chèques énergie, de différentes aides qui pourraient être délivrées justement en euro numérique et ne servir que ce à quoi elles ont été faites. D'accord, oui, je comprends. Et alors, si on regarde un petit peu, donc là, vous l'avez dit, on est en phase d'investigation. Quelles sont les prochaines étapes, du coup? Quand va se finir l'investigation? Quand va commencer peut-être le développement du projet? Quelles sont les grandes étapes du calendrier à suivre? Alors effectivement, on est en plein dans cette phase d'investigation, au milieu de cette phase d'investigation qui a débuté l'an passé.
qui se terminera en octobre de cette année. Dans cette phase d'investigation, aujourd'hui, on est en train aussi de regarder des prototypes. Vous avez mentionné 5 sociétés qui effectivement sont utilisées pour faire toute la partie front-end, la partie visible de l'iceberg, on va dire, mais ça nous permet aussi de tester ce que pourraient être les solutions techniques sur le back-end, donc l'architecture que l'on pourrait mettre en œuvre. Ce go, no-go sera donné par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Bien sûr, ouais. Et puis il permettra d'enclencher une phase de réalisation de l'euro numérique. Donc là, on rentrerait ensuite dans un mode projet. Ce mode projet serait accompagné de manière très claire en 2023, fin 2023, 2024, 2025, par la trajectoire législative dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il va falloir définir aussi le cours légal de cet euro numérique, s'il doit être accepté partout, par qui. Des points d'interrogation qui restent très clairement encore à définir. Alors justement, vous mentionnez les 5 sociétés privées du coup qui travaillent sur la phase d'investigation avant que, j'ai envie de dire, les banques centrales reprennent la main sur le projet, ou les sociétés privées pourraient aller jusqu'au bout du développement? Alors, très clairement, il y a des parties qui nous concernent, nous, banques centrales, ce qu'on appelle le règlement des transactions. C'est d'ailleurs ce qu'on fait exactement aujourd'hui. On a des systèmes qui tournent 24 heures sur 24 pour servir les agents économiques, les intermédiaires financiers, mais aussi, in fine, et finalement, éventuellement, à la fin du fin, les commerçants qui sont derrière et les utilisateurs comme vous et moi. Très clairement, cette séparation, on va dire, elle va continuer à exister lorsqu'on aura un euro numérique. Il y a clairement une partie qui nous sera dédiée. Bien sûr. L'infrastructure qui servira à régler les transactions en euros. La certification du fait que c'est un euro aussi, oui, exactement, puisque nous serons les émetteurs, nous serions les émetteurs, je dois vraiment garder le conditionnel de cet euro numérique, mais c'est bien les intermédiaires, donc les banques, les prestataires de services de paiement au sens large, fintech et autres, qui auront la capacité de fournir des moyens de paiement innovants, avec des choses qu'on n'a pas encore imaginées, mais qui auront cette possibilité d'intégrer l'euro numérique et donc de s'en servir tous les jours dans nos transactions quotidiennes. Merci beaucoup Alexandre Stervino d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer à quoi s'attendre avec l'euro numérique et nous expliquer un petit peu le calendrier. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint des infrastructures, innovation et paiement au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons ensemble nous poser les questions de ce que l'on peut faire ou ne pas faire avec un bien immobilier lorsque l'on veut le mettre en location sur Airbnb ou sur d'autres plateformes de location saisonnière. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kevin Cohen. Bonjour Kevin Cohen. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Check My Guest, on en parlera dans un instant, une entreprise qui accompagne justement les épargnants, finalement les propriétaires, dans la mise en location de leurs biens lorsqu'ils veulent faire de la location saisonnière. Et nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Xavier Demezois. Bonjour Xavier Demezois. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat expert en droit de l'immobilier et plus précisément expert sur tous les sujets Airbnb et vous avez créé, je crois, le premier cabinet d'avocats dédié justement à ces sujets-là, notamment avec un certain nombre de dossiers contre la ville de Paris, Xavier Demezois. Plus de 200, effectivement, oui. Alors, on va commencer avec vous, Xavier Demezois. Si vous avez accompagné autant de gens dans des procès contre la ville de Paris, c'est que la réglementation, la législation a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Les propriétaires ont mis un petit peu de temps à comprendre ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas le droit de faire avec la location saisonnière. Concrètement, aujourd'hui, je suis propriétaire d'un bien immobilier que j'occupe. Qu'est-ce que je peux faire? Il suffit juste que je respecte la règle des 120 jours par an et ensuite je peux faire ce que je veux? Alors d'abord, il faut savoir où vous habitez. C'est la première question à vous poser, c'est où vous habitez. La réglementation ne sera pas la même à Paris ou si vous habitez dans un petit village en région où il n'y aura peut-être pas de cadre réglementaire. Donc effectivement, moi, mon expertise se base essentiellement sur les grandes villes, puisque c'est là où justement on a légiféré, on a réglementé et on a contraint les propriétaires à un certain durcissement de la faculté de pouvoir louer librement son bien. D'accord. Ce qu'il faut savoir, à mon sens, de façon essentielle, si on prend le cas de Paris, par exemple, qui est une ville un petit peu emblématique sur la location saisonnière, s'il s'agit de votre résidence principale, vous avez le droit à 120 jours par an en courte durée. D'accord. Ça peut être Airbnb, Booking ou n'importe quelle plateforme, sous réserve de s'être enregistré au préalable auprès de la ville de Paris. Je peux faire 120 jours d'un coup? Oui, vous pouvez faire 120 jours d'un coup. D'accord, ok. Vous serez plafonné à 120 jours. D'accord. Ce sera soit la plateforme qui vous interdira d'aller plus loin. On pourra évoquer après peut-être tout à l'heure la possibilité de déplafonner les 120 jours. C'est une possibilité. Et par contre, s'il s'agit de votre résidence secondaire, il faut bien savoir que s'il s'agit notamment d'une habitation, il y a une réglementation qui existe qui vous interdit en fait finalement de pouvoir transformer une résidence secondaire en habitation puisqu'il s'agit d'une activité commerciale. Donc vous avez tout de même la faculté de pouvoir transformer cette habitation
l'habitation légalement en obtenant sa commercialité, ce qui est très complexe, très long et très coûteux. Donc je change le statut de l'appartement ou de la maison en question. C'est très compliqué à faire, parce qu'en plus, non seulement il faut des autorisations d'urbanisme, mais de surcroît, il faut que la copropriété vienne valider ce processus. Donc de façon assez simple, pour résumer, 120 jours en résidence principale. Vous n'avez pas le droit en résidence secondaire, c'était une habitation. Et vous avez une troisième voie possible, qui est justement la faculté de pouvoir louer librement à l'année, lorsqu'il s'agit notamment d'un local commercial. D'accord. Ça, vous verrez, ce sera Kevin Cohen l'expliquera mieux que moi, puisque c'est son expertise. Mais effectivement, c'est la troisième voie ouverte de pouvoir louer à l'année. Il y a encore une quatrième voie possible, un peu plus rare celle-là, mais qui existe, vous devez la savoir. C'est si vous avez un appartement assez grand et que vous y habitez dans votre résidence principale, vous pouvez faire de la chambre chez l'habitant. C'est-à-dire vous louez vos chambres. 1, 2, 3, ça peut vous constituer un beau revenu complémentaire. Et là, vous n'êtes pas limité. D'accord, j'ai pas les 120 jours par an. 365 jours par an, s'il s'agit bien de chambres, c'est très important. Même si c'est des locations semaine après semaine et que je change de locataire toutes les semaines. Tout à fait, exactement. C'est une possibilité. Elle est assez méconnue. Peu de gens ont forcément envie de côtoyer des touristes à l'année, mais par exemple des retraités ou des gens qui vivent seuls, ça peut être un complément de revenu qui n'est pas négligeable. Alors, un mot quand même sur les résidences secondaires. Je vous donne un exemple très concret. J'habite à Lyon toute l'année, mais j'ai un pied-à-terre à Paris où j'ai envie de venir 2 semaines par an. Je ne peux pas le mettre sur Airbnb ou sur une autre plateforme si c'est une habitation le reste de l'année. Donc, si vous habitez à Lyon en résidence principale, exactement, et que vous avez un pied-à-terre à Paris, effectivement, vous tombez dans la contrainte de l'interdiction fixée par l'article 631-7. Ce même article qui a fait que la ville de Paris a poursuivi 500 personnes au tribunal avec des amendes pouvant monter à 50 000 €. Donc, j'attire évidemment la plus grande prudence de cette personne de vouloir avoir ce projet, puisque nécessairement il ne pourra pas effectivement louer sa résidence secondaire en courte durée. Il devra nécessairement se diriger vers des alternatives de type locaux commerciaux, des choses comme ça. Et c'est là, Kevin Cohen, que vous intervenez, parce que faire un investissement locatif spécialisé en location saisonnière, c'est possible. Simplement, ça n'est pas un logement que l'on met en location, mais un local commercial. C'est ça la différence ? C'est ça la différence. Cependant, je vais juste rebondir sur votre dernière question par rapport au logement à Lyon, si vous avez un appartement à Paris. On peut le louer, mais non pas en location saisonnière, mais en bail mobilité, c'est-à-dire avec une location avec un minimum de temps de 30 jours. D'accord. C'est ça l'objet principal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer 1 jour, 2 jours, mais 30 jours minimum. Et donc, ça permet à la personne qui habite à Lyon et qui veut justement venir 1 mois ou 2 mois dans l'année de pouvoir louer légalement son bien à usage d'habitation, complètement légalement, et de pouvoir en disposer 1 ou 2 mois, ce qu'on ne peut pas faire si on le loue de façon à l'année, parce qu'il y aura un locataire, évidemment. Ça veut dire qu'on reste sur de la location courte, sur de la location saisonnière, mais avec un minimum de 30 jours à respecter. Un minimum de 30 jours, ce qu'on appelle le bail mobilité, où c'est minimum 30 jours avec un maximum de 10 mois. D'accord. Et donc c'est autre chose qu'une location meublée, par exemple, qui tomberait sous le coup du LMNP, par exemple. Exactement. Sauf que ce bail mobilité peut également tomber sous le coup du LMNP. On peut également profiter de cet avantage fiscal. Un point qui est important sur le bail mobilité, c'est qu'il est dédié, il a été mis en place par l'État et il est dédié à une certaine clientèle. Ça veut dire que on ne peut pas faire venir un touriste américain sur un bail mobilité. D'accord. Il faut nécessairement, alors c'est encadré, ça va être par exemple pour des expatriés, ça va être pour des étudiants, ça va être sur un personnel très spécifique. Donc là encore, la mairie de Paris peut contrôler la conformité du bail mobilité et s'assurer qu'on n'a pas loué un touriste. D'accord, donc c'est pas du meublé de tourisme, mais c'est de la location saisonnière, d'accord. C'est une location effectivement qui va de 30 jours à 10 mois, mais pour une population spécifique juridiquement. Kevin Cohen, oui. Non, c'est exactement ça, mais on peut utiliser également le bail code civil avec l'utilisation de corporate, qu'on appelle corporate, avec des personnes en mission qui viennent 3 mois, 5 mois, 6 mois, et justement pouvoir occuper un logement et non pas aller à l'hôtel pendant 180 jours dans 15 mètres carrés, c'est un petit peu... Mais alors, ce bail mobilité, pour rester dessus avant d'aller sur les locaux commerciaux, c'est des démarches particulières pour le propriétaire qui le met en location ? Non, il n'y a aucune démarche spécifique à faire, car c'est de l'habitation sur lequel on va y appliquer un bail. Alors, au lieu que ce soit un bail qui dure 1 an, il va durer 30 jours, 45 jours. Mais c'est exactement la même chose. Et fiscalement, c'est exactement la même chose que si vous louez à l'année avec un locataire. Alors, ce qui est intéressant avec le bail mobilité, j'ajoute, c'est qu'on peut passer par la plateforme Airbnb pour le conclure. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur Airbnb, vous pouvez directement... Et c'est marqué bail mobilité. Voilà, exactement. C'est une obligation légale d'écrire bail mobilité sur l'annonce pour justement ne pas se concurrencer. Et de toute façon, cet appartement-là, si vous voulez réserver 15 jours, ne va pas apparaître dans le champ de recherche. C'est un minimum de 30 jours. D'accord, je comprends. Voilà. Enfin, Airbnb ou autre, on cite Airbnb, mais il y a d'autres plateformes qui proposent de faire de la location. Kevin Cohen, si maintenant je veux faire un investissement, je veux acheter un bien et faire que de la location saisonnière, parce que peut-être que j'imagine, et vous me direz
si c'est vrai ou pas, que j'aurais peut-être plus de rendement à succéder des locations de 1 à 2 semaines. Après, encore faut-il le remplir toute l'année. Mais j'ai envie de me lancer là-dedans. Est-ce que légalement c'est possible? Oui, Xavier Demezois nous l'a dit, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est très simple. Il faut, je vais rappeler une petite minute la règle légale. L'usage d'un bien peut être soit de l'habitation, comme on a discuté, soit commercial. À partir du moment où l'usage du bien est commercial, on a le droit de faire du Airbnb, de la location saisonnière, 365 jours dans l'année. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de local commercial, on parle pas forcément du coiffeur en bas de chez vous, ça peut être un appartement. Ça peut être un appartement. Alors ça peut être, en gros c'est un bien local dont l'usage est commercial, donc ça peut très bien être un premier étage qui était du bureau, ça peut très bien être un hôtel qui est transformé, ça peut très bien être une boutique, ça peut être toute chose qui avait un usage commercial. D'accord. On pouvait exercer une activité commerciale, en tout cas où on peut y exercer une activité commerciale, et nous on va donner justement une seconde vie à ces locaux. Mais ce qui est très important et ce que j'ai vraiment envie de souligner, on ne va pas enlever de logement à la ville justement où on opère. D'accord. Parce que c'est des locaux commerciaux où personne ne vivait dedans. C'est extrêmement important parce qu'on sait les points. C'est pas des logements transformés en usage commercial, d'accord. Exactement. C'est des locaux. Donc c'était des bureaux par exemple où personne ne vivait, c'était des hôtels, ça peut vraiment être tout type du moment que l'usage est commercial. Et à ce moment-là, on a le droit d'exercer la location saisonnière 365 nuits dans l'année. Il n'y a pas de limite de temps. Donc c'est une activité commerciale. Alors j'imagine par contre que ça a des incidences fiscales et administratives pour la personne qui est propriétaire du bien? Alors généralement, ce type d'investissement est effectué via une société où lequel on va payer ce qu'on appelle de l'IS, de l'impôt sur la société classique, avec un revenu, moins les charges en face, et on a directement un bilan sur une société commerciale. Donc c'est une activité professionnelle supplémentaire quelque part d'aller faire de la location saisonnière. Donc on trouve un local commercial et ensuite on a une activité d'hôtelier presque en fait, c'est ça? Exactement. Alors après, tout type de locaux commerciaux ne vont pas s'y prêter. On va justement chercher, c'est vraiment le but de notre société, c'est vraiment donner une seconde vie à ces locaux. Vous savez, dans des rues par exemple, il y a des rues passantes avec extrêmement des touristes ou beaucoup de commerces, et il y a des rues, ce qu'on appelle des zones B, des zones C, où justement ces locaux ne trouvent pas preneur. Et c'est justement là où on intervient, parce qu'un local rue de Rivoli, où il y a évidemment n'importe quelle enseigne qui veut s'implanter, va trouver preneur. Par contre, oui, on ne va pas le transformer en Airbnb, exactement, ça va être compliqué. Ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon, pour la ville, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, être dans une zone C, dans une rue où justement il n'y a pas de passants et que le propriétaire se retrouve avec un local où il n'y a personne qui veut lui louer, il va effectuer évidemment un gros apport financier pour pouvoir transformer ce local en appartement, parce que c'est un coût, c'est pas un coup de blanc, il faut faire des salles de bain, il y a quand même pas mal de travaux. C'est très réglementé d'ailleurs ce qu'on doit mettre à disposition des locataires. C'est-à-dire ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réglementation particulière vis-à-vis de la taille de la salle de bain, vis-à-vis des services qui doivent être proposés? Il faut respecter exactement les mêmes normes que l'habitation. D'accord. On va y faire dormir des gens, donc il n'y a pas de raison de ne pas respecter ces normes-là. Avec une fenêtre dans Châtelet-de-Vie, on ne va pas faire dormir des gens au sous-sol. Voilà, on va vraiment respecter ce cadre-là. Et à partir du moment où un logement, on respecte les mêmes normes que le logement, il n'y a pas de souci. Une question, alors on parle de location saisonnière, voire même de meublé touristique. Est-ce que finalement cette solution d'aller chercher des locaux commerciaux ne fonctionne qu'aux abords de la Tour Eiffel ou de Montmartre non. Alors non, pas du tout. Et justement, ça fonctionne partout, que ce soit dans la ville, mais même à l'extérieur de la ville. Pourquoi ? Parce que par rapport à l'offre hôtelière, généralement, un locataire qui soit même par exemple à Pantin, on a des logements qui fonctionnent parfaitement à Pantin, vous êtes à même distance, on va dire, grâce justement au RER, qu'un bien qui est dans le 20e. De la Tour Eiffel, vous êtes à la même équidistance, vous allez mettre à peu près 20 minutes. Donc on arrive même à faire dormir des gens. Évidemment que le coût va être moins important. Oui, c'est ça, la différence va être sur le coût. D'accord, je comprends. C'est pour cela. Mais ça fonctionne parfaitement dans la périphérie, il n'y a aucun problème. Et justement, alors prenons l'exemple de Paris, mais avec le Grand Paris, ça va également encore plus s'agrandir. Xavier Demezois, si je veux être dans la légalité et que j'ai envie de faire des investissements immobiliers en meublé de tourisme, finalement, c'est la seule solution, c'est d'avoir des locaux commerciaux. C'est ça, c'est de professionnaliser. Disons que les locaux commerciaux, effectivement, c'est aujourd'hui une voie qui devient importante. Alors, une précision également à apporter. Je sais que la société, notamment de Kevin Cohen, prend soin de vérifier cette situation-là. C'est le fait que lorsque vous avez un local commercial, effectivement, donc on a vu, il dispose de la commercialité, mais vous devez également être vigilant d'obtenir toutes les autorisations d'urbanisme qui vont avec. D'accord. Pour faire très court, la ville de Paris, par exemple, va vous accorder
la faculté de faire de l'hébergement touristique. D'accord. Ça ne va pas automatiquement avec le local commercial. Non, ce n'est pas automatique. Okay. Il y a cette démarche à faire d'urbanisme que les professionnels, évidemment, font et sont vigilants à faire. Mais vous avez également, deuxième voie à vérifier, c'est de vous assurer notamment qu'il n'y a pas de contre-indication dans votre règlement de copropriété. D'accord. Il ne faut pas oublier que quand vous exercez une activité, vous devez répondre de la réglementation extérieure, mais de la réglementation à l'intérieur de l'immeuble. C'est le règlement de copropriété. Donc ce sont 2 points de vigilance. À ce sujet-là, justement, l'avocat a un rôle, je pense, assez important, en amont des projets ou en aval, de s'assurer, lorsqu'on a un projet, mais des professionnels le font déjà systématiquement, mais lorsqu'il y a un doute, effectivement, il m'arrive très souvent de conseiller des gens pour leur expliquer le potentiel de leur activité ou les éventuelles limites. Kevin Cohen, alors j'en ai un petit peu parlé au début, j'aime bien parler de couple rendement-risque quand je prononce le terme rendement dans cette émission. Quel rendement on peut imaginer sur un investissement comme celui-là et quel risque associé au rendement? Bien sûr, alors on est très fiers de pouvoir annoncer que nos partenaires qui sont sur la courte durée obtiennent un rendement, donc le rendement moyen est supérieur à 10%. D'accord. Chez nos propriétaires. Pour ça, sur il faut la louer toute l'année ? durée, oui, on loue toute l'année. On a un taux d'occupation qui est aux alentours de entre 85 et 86%. Sur toute l'année. Et ce qui est très important, c'est que même sur l'habitation, où justement les rendements sont très bas, et on le voit avec la hausse des taux qui a un impact assez considérable sur justement l'investissement résidentiel ou même sur les commerces, qu'on arrive à obtenir un rendement supérieur à 6% sur notre activité de moyen terme, donc ce qu'on appelle le bail mobilité ou le bail code civil, ce qui permet justement avec cette hausse des taux de pouvoir continuer à investir dans cette classe d'actifs-là qui est, si on sort pas de cette classe-là, ouais. Honnêtement, on peut plus investir compte tenu des taux qui avoisinent les 4%, on ne peut pas... Et alors, quels sont les risques associés à un rendement comme celui-là ? Alors, vous avez, malheureusement, on a eu ce risque du Covid, par exemple, qui est où là, d'un coup d'un seul, plus personne ne vient, bien sûr. Oui. Alors, je tiens quand même à rappeler que même pendant le Covid, nos investisseurs ont pratiquement tenu les crédits. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a allongé évidemment la durée de séjour. Et puis après, vous savez, le taux d'occupation, c'est une chose, mais à partir du moment où vous bougez les prix, le taux d'occupation va également bouger. Donc évidemment que pendant le Covid, on a baissé les prix, mais même en baissant les prix, comme je vous dis, on a pratiquement payé le crédit, ce qui représente quand même un taux de rentabilité pratiquement avoisinant à 4,5%, ce qui est quand même pour ce qu'on appelle le worst case ever. Bien sûr, oui. Ce qui est... Donc le risque, c'est quoi ? C'est l'occupation ou Non, c'est que le prix baisse un petit peu, mais comme on a des rendements qui sont de 10%, même on va dire si on... Pour parler vulgairement, on passe à travers, on va quand même sur des rendements à 6-7%, ce qui est déjà largement supérieur à tout autre type de classe d'actifs. Xavier Demezois, pour finir, si je veux me lancer, alors effectivement, en local commercial ou de manière plus générale, qu'est-ce qu'il faut que j'ai en tête absolument en tant qu'épargnant, peut-être pas forcément très au fait de... Je pense que la première chose à faire, encore une fois, je pense que le conseil juridique est important, ou des professionnels, effectivement, qui connaissent bien les sujets juridiques. Où vous habitez, résidence principale, résidence secondaire, réglementation locale, règlement de copropriété. Je pense qu'effectivement, il faut avoir ces réflexes systématiquement. Bien et sûr. lorsque le dossier est bien monté, effectivement, il y a un projet économique qui est intéressant. N'oublions pas qu'on est à quelques mois des Jeux Olympiques. N'oublions pas que l'offre hôtelière ne pourra pas répondre aux millions de personnes qui sont attendues à Paris. Et que je pense, à ce moment-là, de façon incontestable, l'allocation de courte durée constituera un enjeu primordial pendant cette période. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Xavier Demezois, avocat expert en droit de l'immobilier et plus particulièrement en Airbnb. Merci Kevin Cohen, cofondateur de Check My Guest. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.